je me dis que c'est évident que vous ratez quelque chose. Donc j'aimerais comprendre, je ne comprends pas votre démarche. L'association L214 a donc diffusé de nouveau des images atroces, mais cette fois-ci de l'abattoir de Vigan. La bête a été tuée, mais bon, elle n'a pas souffert. Je comprends pas, expliquez-moi. On croit qu'on a compris, puis en fait, non, on n'a pas compris. Puis en fait, on se dit peut-être que si, puis en fait, non. Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Dans une pipe, Berthier, c'est quand même pas grand-chose, merde! Kumquat, l'émission végane qui tord les idées reçues et qui parle d'actualité animaliste. Pour garder l'esprit aiguisé et s'informer sur la cause animale. Être végane, vous le savez sans doute, ça passe surtout par l'alimentation. Et oui, il faut se nourrir plusieurs fois par jour et lorsque l'on transitionne, lorsque l'on arrête de consommer des produits d'origine animale, il faut bien se demander comment changer son alimentation. Il est vrai qu'au début, cela peut paraître un peu complexe, surtout lorsque pas mal de désinformations circulent à l'encontre de l'alimentation végétale. Beaucoup d'incompréhensions et des critiques apparaissent en ce qui concerne les produits végétaux transformés pour fabriquer ce que l'on appelle des produits simili-carnés, c'est-à-dire des produits végétaux qui, grâce à une transformation, ressemblent à des produits transformés à partir d'animaux. Mais bien sûr, végétaliser son alimentation ne passe pas uniquement par les produits simili-carnés, il y a plein de manières de manger végétal. Du côté des industriels, le vent tourne d'une manière assez positive. On trouve de plus en plus de produits végétaux dans les grandes surfaces. Les simili-carnés prennent plusieurs formes, plusieurs saveurs, et l'on peut trouver une grande fourchette de prix, preuve s'il en est que la demande des simili-carnés est grandissante. Pourtant, certains simili restent encore peu accessibles puisqu'il s'agit souvent de petites entreprises qui produisent et donc ça se répercute sur le prix des produits finis. Aujourd'hui, nous allons faire une immersion dans la seule et unique épicerie totalement végane de Toulouse et pour ce faire, on reçoit Céline Casbonne, gérante de l'épicerie Le Cri de la Carotte. Céline, bonjour. Bonjour. Une immersion qui va nous permettre, au-delà de découvrir cette chouette épicerie, de nous questionner sur l'offre des simili, sur ce nouveau marché alimentaire plus généralement, et de parler aussi peut-être pour finir des tensions que cela peut amener dans le débat public. Les micros sont ouverts, vous écoutez Kumquat, format actualité animaliste. Bonjour Céline. Bonjour Emma. Tu es gérante de l'épicerie végane, donc comme Lou vient de dire, donc la seule de la région et donc la première au niveau national hors Paris. Tout à fait. Et ça depuis 2013. Depuis 2013. Tu as milité pour la cause animale, donc autrefois avec Sea Shepherd, et tu étais correspondante de l'AVF, l'Association végétarienne de France, et tu as aussi fait la veille juridique pour la LPO, la Ligue de la protection des oiseaux. Oui. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter très rapidement comment tu es devenue végane ? Alors en fait, avant de devenir végane, je suis devenue végétarienne. J'avais 12 ans et je regardais à l'époque 30 millions d'amis. Et je pense qu'à l'époque, c'est un reportage du CIWF que j'avais vu sur les conditions de transport des animaux vers les abattoirs. Et ça m'a calmée. Donc voilà, ce jour-là, je suis devenue végétarienne. J'ai dit à mes parents, je ne mangerai plus jamais de viande. OK. Et je suis devenue végane, en fait, par un choc aussi, en regardant les étalages de boîtes d'œufs dans ma Biocoop. Et il y avait un contraste énorme entre le nombre de boîtes d'œufs que je voyais et l'image qui était sur les boîtes d'œufs de petites poules en plein air. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'ai commencé à me renseigner dessus. Et quelques jours après, c'était... Il y avait trop de boîtes d'œufs, en fait. Oui. Et tu t'es dit, ça fait trop d'œufs. Ça fait trop d'œufs. Ça correspond pas. On peut pas avoir autant d'œufs en ayant des poules en plein air qui se baladent. Des poules heureuses. Voilà. Des poules heureuses dans un champ, qui gratouillent, qui jouent dans le sable. Voilà, donc il y avait une dichotomie qu'il fallait que j'explore. Ok, c'est marrant la question du déclic. On a chacun tous un peu un déclic à un moment, on ne sait pas trop pourquoi. Oui. Et bon, c'est intéressant du coup cette histoire de boîte d'œufs. Donc ça fait combien de temps que tu es végane maintenant ? Ça fait 13 ans. D'accord. Alors on va passer du coup sur... donc toi tu as une épicerie. Alors c'est une épicerie donc, qui est végane. Alors simplement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on trouve dans une épicerie végane ? On trouve beaucoup de choses en fait. Plein d'alternatives à ce qu'on trouve habituellement dans les supermarchés ou dans les épiceries normales, on va dire. Donc, des alternatives à la crème, au lait, au beurre, au fromage, beaucoup. Des alternatives à la viande. Aussi des produits cosmétiques et d'entretien qui ne sont pas testés sur les animaux.
des mayonnaises, du chocolat, des bonbons, des alimentations pour les animaux, quoi d'autre. Et puis après, des choses plus classiques qui sont la base de l'alimentation végétale, c'est-à-dire des céréales, des légumineuses. Voilà, donc pas des produits transformés du coup directement ou modifiés. Non, voilà. Il y a des produits bruts et après des produits... Ok, donc comme une épicerie normale, mais qu'avec des alternatives véganes. Exactement. Et donc comment ce projet, il a vu le jour, il vient d'où? Comment est-ce qu'à un moment tu t'es dit je vais ouvrir une épicerie? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est quand je suis devenue végane. À l'époque, j'ai commencé à bosser avec Sea Shepherd. Et donc à faire pas mal de stands et à rencontrer des gens qui étaient véganes aussi. Et on se disait, on galérait à trouver à manger, il fallait qu'on fasse des commandes. Alors on faisait des commandes groupées, des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà un ou deux sites de vente par correspondance à l'époque. Donc voilà, on s'organise entre nous, mais c'était en discutant, on se disait tous qu'on galérait vraiment à trouver des choses des choses sympas à manger, des choses gourmandes et tout. Et donc, j'ai un peu regardé ce qui se passait en Europe et ailleurs. Et il y avait des épiceries véganes, j'ai regardé ce qu'elles faisaient, les produits qui se trouvaient. Et je me suis dit, moi, je pourrais faire ça aussi parce que j'ai envie qu'on trouve une offre. J'ai envie de permettre aux gens de trouver des choses pour pouvoir végétaliser leur alimentation. Et l'objet de départ de cette épicerie, c'était vraiment de proposer une solution. Parce qu'en militant, je faisais beaucoup de dénonciations, mais j'avais aussi envie de proposer quelque chose pour permettre aux gens de... Le côté solution, on dit. Ouais, vraiment. Comme sur les stands, quand on dénonce et à côté on propose des gâteaux. Regardez, on peut faire des gâteaux sans œufs, sans lait. Mais là, c'était un peu pareil, mais en version... Oui, parce qu'il y a la question de l'accessibilité, c'est-à-dire que même s'il y a un gros marché sur Internet, on peut trouver des produits sur Internet, mais ça reste compliqué, il faut commander. Du coup, il y a les frais de port. Donc, c'est vrai que moi, par exemple, au début, pour la B12, je faisais ça. Avant d'aller dans ton épicerie, je commandais sur Internet. Et du coup, pour éviter les frais de port et tout, on se disait, on était 3-4, on était là, qui commande? Et du coup, c'est plus pratique. Donc, c'est vrai que c'est un chouette endroit parce qu'on a besoin, en fait, de trouver ça à proximité, en fait. Oui. Puis pour ce qui concerne l'alimentation, c'est vrai que la vente par correspondance, c'est pas encore vraiment ce qu'il y a d'idéal, quoi. Oui. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, un peu des actualités dans ton épicerie? Quels sont les produits dont 100% végétaux qui sont les plus récents, par exemple en termes de viande végétale, de fromage, de poisson végétal, qui est quand même assez récent. Le poisson, on a encore peu d'habitude à le consommer en version 100% végane. Quelles sont les dernières choses que tu as rentrées? Alors, les dernières... Il y aura les produits La Vie, par exemple, qui inondent le marché, et ça, c'est une très bonne chose. Les lardons, le bacon. Après, j'ai pas mal de nouveautés qui viennent d'Allemagne. Je pense aux poissons dont tu parles. Les alternatives aux poissons qui sont vraiment maintenant hyper bluffantes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fromage, il y a évidemment plein de choix. En fromage affiné, je parle parce que c'est ce qui... Comment dire? C'est ce qui attire le plus les gens, c'est ce qui intéresse le plus les gens. C'est ce qui manque le plus aux gens, en fait, quand ils deviennent véganes par éthique. C'est de pouvoir manger des fromages, des bons fromages. Donc, il y a pas mal de marques qui sortent. Je ne sais pas si tu veux des noms de marques, mais il y a les nouveaux affineurs, il y a Végils, il y a TIC Affinage qui revient, Petit Vegan. Voilà, des marques comme ça qui font des... Il y a même Nutty en Andalousie qui fait des très très bons fromages affinés. C'est espagnol. Ouais. On a de très bons fromages affinés, notamment un bleu qui est vraiment bluffant. Et les fromages affinés, ils sont particulièrement incroyables. Oui. Ah ouais. Oui. Peut-être qu'on peut parler d'un sujet, c'est le prix. Donc ces fromages-là, ils sont très bons, mais ils restent un peu inaccessibles. Oui, clairement. Je suis d'accord. C'est un problème, mais qui s'explique. Alors effectivement, du coup, c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas un fromage qu'on peut consommer de la même manière qu'un fromage animal, parce que le prix fait que on va pas tout le consommer de la même manière, genre en fin de chaque repas et tout. C'est plutôt quelque chose qu'on mange pour se faire plaisir de temps en temps. Et ça s'explique parce que c'est des petites quantités, c'est artisanal, c'est des produits souvent à base de doigts de subventionné parce que... et surtout, j'allais y venir, c'est pas des produits qui sont subventionnés. Donc n'intervenant pas sur la culture de noix de cajou, ça sera jamais au prix du lait. Enfin, jamais. Je souhaite le contraire, mais ça sera, je pense, jamais au prix du lait. Pour les gens qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans ton magasin, parce qu'il n'y a pas tant que ça, c'est vrai qu'il reste donc la livraison.
et heureusement. Donc, je ne suis pas très connaisseur parce que je ne commande pas beaucoup en ligne. Donc, il y a des sites qui marchent bien, Official Vegan Shop par exemple, qui livrent en France, Union européenne, Dom et Suisse. Mais aussi, localement, on a Symbiose. Ouais. Je ne connais pas bien Symbiose. Donc moi, j'ai commandé quelques fois et c'est bien. Ouais. C'est très bien. Okay. Et après, est-ce que tu peux nous parler un peu donc, de ce qui s'est passé avec Vegami, autrefois un monde vegan, c'est-à-dire que, si je ne me trompe pas, a été un des pionniers en France et que récemment a dû fermer. Oui, un monde vegan, c'était au départ un site de vente par correspondance avec lequel on commandait entre vegan il y a plus de 10 ans, qui a commencé à Vannes, dans un petit, je me demande si c'était pas un garage. Et voilà, la demande aidant, il est monté en région parisienne pour avoir un entrepôt plus grand. Il a créé un magasin à Paris qui s'appelait Monde Vegan. Et voilà. Et moi, du coup, c'est le premier grossiste avec lequel j'ai pu travailler parce que c'était le seul, en fait, qui proposait vraiment une offre globale. Et donc voilà, après, ça a bien marché pendant plus de 10 ans. Et là, entre le Brexit qui a du coup un petit peu changé la donne parce que les frais de douane, les frais de transport ont vraiment explosé, la crise à laquelle on est tous confrontés, c'est-à-dire l'augmentation du prix de l'électricité, la concurrence, ce genre de choses ont fait que ça s'est cassé la figure et il a fermé il y a 2 mois de ça, au mois d'avril. Et du coup, tu es impacté en termes de produits ? Je suis impacté en termes d'offres parce qu'il y a pas mal de produits qu'il était le seul à proposer en France. Donc du coup, moi, je me suis retournée vers d'autres grossistes véganes. Mais pour l'instant, on est sur une période de flottement parce que ces grossistes-là ont envie de travailler avec les mêmes marques que travaillait Vegami, mais il va falloir attendre parce qu'il faut négocier des prix, les conditions, ce genre de choses. Donc pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Donc il y a un peu moins d'offres véganes. Je dirais pas qu'il y a moins d'offres. Du coup, moi, je propose des choses un peu différentes pour changer, pour voir comment ça fonctionne. Okay. Et puis, voilà. Lui, il avait une offre, mais ce qui n'est pas la seule offre non plus. Quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut traiter un sujet pour éclaircir les choses, qui est la différence entre des produits qui sont 100% végétaux et des produits qui sont véganes? Est-ce que c'est la même chose ? Évidemment que non. Un produit peut être 100% végétal tout en n'excluant pas la cruauté envers les animaux. Donc, si on parle par exemple des produits qui sont composés de noix de coco, si les noix de coco sont récoltées par des singes, c'est pas considéré comme étant vegan. De la même manière, les produits qui sont composés de truffes, les truffes étant majoritairement récoltés par des chiens truffiers ou des cochons, et vu l'industrie que c'est, le dressage des chiens pour récolter les truffes, ce genre de choses, on ne peut pas considérer que c'est quelque chose de vegan. C'est ça. Voilà. Dans la définition du véganisme, donc il y a la notion d'exploitation animale et donc de boycott. Donc c'est sûr qu'il faut toujours trouver des alternatives à cette exploitation. Oui, et parfois on n'y pense pas parce que c'est plus loin, du coup on ne se rend pas compte que par exemple pour la coco, c'est ça qu'on disait tout à l'heure, mais qu'effectivement il y a de l'exploitation derrière, et du coup si on achète un produit qui est végétal, on ne sait pas forcément que derrière il y a des animaux qui sont utilisés pour l'exploiter, donc effectivement c'est pas mal d'être au courant, quoi. C'est plus loin et puis c'est moins direct. Et voilà. Et puis si on le sait pas, si on n'est pas trop renseigné sur ça, c'est plus difficile d'aller chercher l'info, quoi. Oui, et puis je pense qu'il y a des infos qui arrivent aussi régulièrement parce que le fait que des singes soient exploités pour récupérer des noix de coco, ça fait quelques années qu'on en parle. Avant, on le savait pas, donc c'est vrai. Et on n'est pas à l'abri de découvrir de nouvelles choses. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi que dans le véganisme, il y a une dimension morale et que là, on la trouve. Le produit peut être 100% végétal, et pourtant, il n'est pas vegan. Tout à fait. Avant qu'on passe à la suite, Raymond, je vais te laisser enchaîner sur la question, mais du coup j'ai oublié de te demander, et c'est un peu anecdotique, mais pourquoi est-ce que ça s'appelle le cri de la carotte ? Très bonne question. Je sais pas, peut-être on t'a déjà fait le coup du cri de la carotte, voilà. Je veux que tu le dises. C'est une sorte de private joke. À chaque fois qu'un vegan rencontre un carniste, à un moment de la conversation, il va lui demander s'il entend le cri de la carotte qui souffle quand on l'arrache de la terre. Voilà, c'est la mauvaise foi des carnistes. Donc c'était un très joli nom de trouvé. Ça m'a fait beaucoup rire au début. Je me suis dit, voilà, au moins on met les pieds dans le plat, là, on sait où on est. Voilà. Ça fait partie des arguments qu'on va toujours nous sortir tôt ou tard. Voilà. Des arguments fallacieux.
Oui, Je précise. que les Tout à plantes souffrent plus généralement, sans parler de la carotte, mais que les plantes... Oui, mais voilà. c'est marrant que ce soit souvent la carotte qui soit nommée. Je pense que les garnistes ne mangent pas beaucoup de légumes. Ça doit être ça, ouais. Mm. Parce que même, il y a plein d'images avec des carottes et tout, qui pleurent. Il y a vraiment un truc derrière, Il y quoi. a un truc avec la carotte. Ouais, c'est clair. Après, j'aimerais enchaîner par les simili. Pour moi, en tout cas, quand je vais dans ton épicerie, personnellement, donc j'achète beaucoup de simili. Et les simili me semblent une très bonne chose, en fait, pour rendre plus accessibles les produits véganes et pour, oui, bien sûr, qu'il y ait plus d'options véganes qui soient un peu partout. Il y a des intérêts, c'est sûr, en termes de goût, de côté pratique. C'est bon. Voilà. Et aussi, il y a un aspect de conservation, c'est-à-dire que quand on va transformer, quand on va mettre tous ensemble, ça va se conserver mieux. Donc, ça aide aussi pour distribuer, pour que ça tienne longtemps. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que les simili, tu vois ça comme vraiment, c'est un axe très important de ton épicerie? Est-ce que c'est une voie à venir ou pas tant que ça, ou ça fait partie d'un ensemble? Oui, bah, ça fait partie d'un ensemble, c'est sûr, mais moi je trouve ça vachement intéressant d'avoir des produits qui permettent de pas révolutionner complètement ses habitudes, parce qu'encore une fois, moi ce que je veux, c'est faciliter la transition des gens, et du coup, d'avoir un produit qui ressemble et qui permet d'être cuisiné de la même manière et qui permet un même apport, notamment en protéines, c'est super intéressant. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est important à proposer. D'accord. Il y a souvent encore pas mal de critiques, souvent, même qui viennent de l'écologie parfois, qui nous disent « oui, mais c'est trop transformé, il y a trop d'ingrédients ». Alors qu'en fait, on a le Nutri-Score, souvent, on a la valeur nutritionnelle, et ces produits-là, souvent, en fait, ils sont classés A, souvent, ou B. Donc, Mais en fait, il y a les mêmes problématiques dans notamment l'argumentaire écologique et tout, mais tu diras, Céline, si toi tu penses un peu la même chose, mais un produit transformé est par essence mauvais. On entend beaucoup ça, et donc que ce soit des simili carnés ou des produits transformés, voilà, et en fait ça rentre dans le même sac, c'est-à-dire que c'est difficile, je pense, en tout cas moi je le vois en tant qu'animaliste, c'est difficile de promouvoir ces produits-là parce qu'on se heurte parfois au fait que, oui mais c'est des produits transformés, c'est pas bon. Donc il faut faire fi de ça, quoi. Oui, mais je pense que là on fait des amalgames parce que les produits transformés, on mange pratiquement que des produits transformés. Donc, on mange du pain, on mange du yaourt. C'est ça. On mange... Une soupe aux légumes chez moi, oui, voilà. je l'ai transformée. Oui. Non. Après, j'entends ce que les gens veulent dire quand ils parlent de produits transformés, c'est-à-dire des produits avec plein d'additifs, mais je pense que ça concerne plus les produits d'origine animale que les produits végétaux. Vraiment, quand on regarde la composition des produits végétaux, en général, c'est quand même très clean. Donc il y a de la méconnaissance ? Oui. De la méconnaissance, je ne sais pas, mais un amalgame qui est fait entre produits transformés et produits transformés. D'accord. Donc... Entre une soupe et oui. Et de la charcuterie avec des nitrites. Oui, voilà, parce que souvent, il y a ce truc de oui, mais manger des animaux, c'est plus naturel, entre guillemets, c'est plus brut et moins transformé, alors qu'en vrai, non, c'est super transformé déjà. Donc, ok, il y a des amalgames qui sont faits, quoi. Je pense. Et est-ce que se renseigner sur les Nutri-Score, c'est une bonne manière, du coup, de faire son choix ? C'est une manière fiable parce que ça vient donc de la science. Donc en nutrition, donc voilà, il y a un certain nombre d'ingrédients et de qualités nutritionnelles. Et donc ça, aujourd'hui, ça me semble le plus fiable. Oui, c'est pas idiot de faire des choix alimentaires en fonction des apports nutritionnels. Du coup, en macro et micronutriments, je trouve ça pas stupide de faire comme ça. D'accord. Si en plus c'est bon. C'est vrai que l'additif le plus risqué, c'est le nitrite de sodium. Donc c'est un conservateur qui est très employé dans les viandes donc transformées, charcuterie locale et traditionnelle même. Et donc il est classé comme cancérogène probable. Et là, donc, on n'en parle pas tant que ça. Or, on va souvent diaboliser la transformation des steaks végétaux. Je pense qu'il y a aussi le fait que les gens pensent que quand on mange végétal, on mange des légumes et des graines, quoi. Et du coup, ça paraît moins naturel de manger du seitan ou de manger du tofu, ou de manger des produits à base de seitan ou de tofu. Et du coup, il y a un blocage de la part des gens par rapport à ça. Alors que la viande, quand on regarde, il y a beaucoup d'étapes de transformation et des transformations assez importantes. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas juste on coupe un animal et tout de suite. Non, il y a beaucoup d'étapes de transformation. Oui, il doit y avoir un appel à la nature par rapport à... le vegan, il est censé manger triste, fade et que des légumes. De l'herbe du jardin. Exactement, et des cailloux. Oui.
Est-ce que on peut parler un peu, parce que alors souvent il y a une critique aussi qui peut revenir, c'est effectivement l'industrialisation des simili-carnets, le fait que ça soit produit en très grande quantité, etc. Est-ce qu'on a des exemples, par exemple, de petites entreprises en France qui fonctionnent bien, qui pourraient s'ouvrir, qui pourraient bien fonctionner, etc. Parce que voilà, les simili-carnets, comme je disais tout à l'heure, les industriels, on le verra aussi dans la partie actualité tout à l'heure, mais les grands industriels, là, s'en lâchent un peu les babines, c'est-à-dire que c'est un marché comme un autre. Et donc, ça peut se faire manger par des très grandes entreprises et parfois, ça peut être une critique. Mais en fait, on peut très bien imaginer aussi des petits producteurs en France, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci avec ça. Oui, il y en a, je pense, des petits producteurs, il y en a qui marchent bien, qui font leur business sans vouloir non plus devenir des gros industriels. En France, on a des exemples de... Je pense très localement, bêtement, à Tofu Soleil ou à Tosolia un peu plus loin, Soy, il y a des marques qui sont... qui font leur... Sojami, sûrement. Sojami aussi, qui est dans le Lot-et-Garonne, si je ne me trompe pas. Qui font, un peu plus loin, TYK. Oui, moi j'aime beaucoup. Oui, incroyable. mais par exemple, pour ce type d'entreprise, qu'est-ce qui leur manque pour produire beaucoup plus et du coup faire descendre les coûts? Oui, parce que c'est du coup encore très cher. Ouais. On souhaiterait qu'il y ait plus que ce soit un peu moins cher. Pour les fromages, je pense que ça va être compliqué pendant un moment parce que la matière première est chère. Après, les économies d'échelle, elles se font quand on fait des grosses quantités. Donc, j'imagine des gros contrats avec... c'est toujours le même problème, c'est que si ça ne se fait pas manger, ça sera cher. Ou alors, il faut augmenter le pouvoir d'achat. Vraiment, c'est une question, mais oui. D'accord. Donc on pourrait imaginer quand même que ça se développe à échelle locale. C'est pas incompatible. On peut c'est pas du tout incompatible. C'est peut-être mieux souhaité aussi parce que quand on parle de très grosses industries, il y a des problèmes d'exploitation aussi parfois humaine derrière. Donc ça pose des questions aussi en termes de morale et tout. Donc on peut imaginer ça, mais après c'est en termes de politique publique quoi. Comment on subventionne ça? Enfin, comment ça se passe quoi? Pour l'instant, ça se fait de manière privée. Le nombre de startups qui lancent des crowdfunding et des choses comme ça pour augmenter leur capacité. Comme Eura. Comme Eura, tout à fait, très récemment. La Vie a fait ça, Beyond a fait ça. Parce que effectivement, il n'y a pas de politique publique. Ouais, trop dommage. Peut-être un jour, pour rester optimiste. On fait un appel aux politiques. Ouais, c'est un appel. Le gouvernement va écouter cette émission. Tu veux enchaîner, Roman? Oui, en fait, Céline, je voulais te poser la question j'imagine que, bien sûr, tu es obligé de faire des choix en magasin, donc quel produit tu vas introduire ou pas. Je me souviens de te poser la question il y a quelques temps par rapport donc, à des produits qui sont déjà dans des grandes enseignes, qui sont déjà très présents. Et toi, tu me disais, je suis un peu partagé parce qu'ils sont déjà présents. Et je me souviens d'avoir un peu poussé la réflexion en te disant, et qu'est-ce que tu vas faire le jour où la viande est cultivée, les POA, qu'on dit les produits d'origine animale, mais sans animal, c'est-à-dire qu'on l'a produit donc de façon industrielle, mais sans animal, donc il n'y a pas d'élevage. Donc, ces produits-là, est-ce que tu as déjà réfléchi, par exemple, est-ce que tu sais si tu souhaites plutôt en offrir ou pas? On en avait déjà parlé, effectivement, je me souviens de cette conversation. Je pense que c'est le genre de produit qu'on trouvera dans les supermarchés, et du coup, qui ne sera pas pertinent d'avoir dans une épicerie végane. Mais on peut dire la même chose. On peut dire la même chose avec pas mal de produits que tu as aussi. Et pas tant. Alors, des produits comme Oira, par exemple, que je propose vraiment de manière très anecdotique. Même la vie, ils n'ont pas énormément de choix, mais Apivore et même Beyond, qui développent leur gamme. Moi, j'ai pas non plus intérêt à essayer de concurrencer les supermarchés, parce que de toute façon, je perdrais. Donc, j'ai plutôt intérêt à proposer d'autres choses que ces marques-là. Et des produits de niche, qu'on dit? Oui, des produits, comme on disait, des produits plus artisanaux, des produits avec des valeurs humaines qui sont plus clean, ce genre de choses. D'accord. Je dis pas que c'est pas clean du tout, ni pour Oira, ni rien du tout, mais je pense que la viande cultivée, l'intérêt, c'est de pouvoir nourrir le plus grand monde. Et donc, pour nourrir le plus grand monde, il faut être présent dans les supermarchés, pas dans les petites épiceries véganes indées.
Oui, c'est vrai que ce n'est pas encore arrivé en France. Et d'ailleurs, on peut préciser que la viande cultivée a déjà été interdite. C'est-à-dire que le ministre de l'Agriculture à l'époque, donc il y a quelques temps, c'est pas très, très longtemps, mais il a déjà interdit quelque chose qui n'est pas encore disponible. Mais il y a quand même des avancées intéressantes. Aux États-Unis, il y a une entreprise qui s'appelle Perfect Day. Et en fait, ils font donc des protéines de lait animal, mais sans animal. Du coup, ça veut dire des glaces, des fromages. Ouais, des produits laitiers sans souffrance animale, vraiment. Et en fait, en termes de composition, c'est pareil. Voilà, ce sont vraiment des protéines animales. Oui, s'ils passent par une phase artisanale en termes de capacité, moi, je serais ravie de les proposer dans mon épicerie. Mais je pense que vraiment, le projet de ce genre d'entreprise, c'est vraiment de nourrir l'humanité dans l'avenir. Donc, du coup... Ça passera pas par une petite phase. Peu d'intérêt dans une petite épicerie. Mais c'est surtout qu'il y a des enjeux qui sont industriels dès le départ, en fait, dans ce genre de recherche. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet, je te challenge, est-ce qu'il n'y a pas un sujet avec le fait qu'au début, toi, tu vas être plus au courant de ça? C'est-à-dire que de par ce que tu fais et tes connaissances, tu vas être plus au fait que tout ça existe. Et du coup, en France, on n'est pas très innovateur par rapport aux alternatives végétales. Hein. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt que toi, tu mettes ces produits, au début en tout cas, pour les faire connaître? Je pense vraiment que les réseaux sont pas les mêmes et que les débouchés de ce genre d'innovation seront les hypermarchés, hein, vraiment. Même si je le sais avant, j'aurais pas les capacités. Ils vont pas produire pour... Bon, j'en sais rien. Mais je pense vraiment que la recherche qui est faite là-dessus a des objectifs qui sont vraiment industriels et pas du tout artisanaux. Oui, t'es pas le public visé, entre guillemets, avec ton épicerie de quartier. Ouais. Non, je pense pas. Après, bon, on n'est pas à l'abri de... Parce qu'il faudrait que ce soit quelqu'un qui fasse ça chez lui, qui développe une protéine... Dans le Tarn-et-Garonne, voilà. dans son jardin. Parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes échelles, je pense. Okay. Mais pourquoi pas? Sinon, j'ai rien contre de manière générale. S'il n'y a aucun animal qui est utilisé, même à la base. Moi, je trouve personnellement que ce sont des avancées super. Oui. Le jour où ça sera possible, en fait, c'est vraiment des produits animaux, mais sans animal. Oui, c'est un super progrès, mais effectivement, se pose la question... dans quel commerce, effectivement, une petite épicerie, c'est peut-être pas l'endroit, ou peut-être plus tard dans le temps. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas l'endroit non plus. Non. Après, très honnêtement, à terme, j'espère que le genre d'épicerie que je tiens sera obsolète. Hein. Oui, ou qu'il y en aura plein, partout. Mais quand il a ouvert en 2013, sûrement que tu te disais, dans 4 ou 5 ans, je serai obsolète. Oui. Et pourtant, tu es toujours là. Oui. Ah. C'est pas encore obsolète. Et c'est pas du tout obsolète. Non. Et est-ce que tu as remarqué une croissance, comment ça a commencé? Ça a commencé petit au début, tu avais quelques clients et ça a augmenté? Comment est-ce que ça fluctue parfois? En fait, il y avait vraiment une demande. Clairement. Oui. Donc au début, c'était... Ça a fonctionné. Ouais, super, il y a une épicerie végane, on va tous y aller. Après, ça s'est du coup un petit peu stabilisé. Et puis, il y a eu un changement quand même. Du coup, je sais pas si tu t'en rappelles, Raymond, mais à partir du moment où ça a été... dédiaboliser le véganisme. Et ça, moi, je le rapporte à une couverture des Inrecuptibles avec le signe « Manger de la viande tue ». Et c'est suite à la publication du bouquin de Jonathan Safran Foer. Non, je me souviens pas. Manger les animaux. Et à partir de là, on a commencé... Enfin, c'est rentré dans le débat public, le véganisme et le fait de manger des animaux. Et du coup, moi, je l'ai senti à l'épicerie, à ce moment-là. Un changement de rapport des gens par rapport à ça. Et voilà, donc ça a pas mal fait venir des gens dans l'épicerie. En fait, il y a beaucoup d'habitués ou en fait ça tourne quand même? Ça tourne beaucoup. Il y a des habitués, mais il y a aussi... Il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens qui viennent découvrir et qui sont curieux. Il y a des gens qui invitent des véganes et qui ne savent pas quoi faire à manger. Il y a des gens qui sont... intolérants alimentaires, allergiques aux protéines, il y a vraiment... Est-ce qu'il y a des produits qu'on te demande et que tu n'as pas en version végane? Oui, les biscuits à la cuillère. Je sais même pas ce que c'est. Et moi, c'est un truc pour faire les tiramisu. Ah oui, d'accord. Et moi, de mémoire, je pense t'avoir demandé les œufs
Je pense que ça existe Alors, au Royaume-Uni, non? Il y a comme... Des œufs? Non, il y a des poudres de remplacement d'œufs, de blanc d'œuf, Ah de oui. jaune d'œuf, d'œuf entier, ça existe. Ça, oui. Ouais. Il y a même le Yumgo que je peux plus avoir maintenant, mais qui était la protéine de patate et qui permettait de faire tout un tas de choses de pâtisserie super bien. Ça, c'est Ça super. existe. Non, c'est vraiment Alors, il y a deux choses qu'on... Peut-être les biscuits à la cuillère, on peut les faire, mais en tout cas, ça n'existe pas commercialement. Et la pâte à choux. D'accord, bon, c'est quand même très spécialisé. Oui, c'est très spécifique. On n'en mange pas tous les Voilà, jours, donc non. on peut manger vegan en vrai. Par contre, la dernière fois, je suis venue, il n'y avait plus de petits pains au lait. Mais, Et puis, il n'y en aura plus, ma pauvre. Ah non, c'est Si la vrai. boulangère a arrêté, c'est pas moi. Ah, Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle, je ça. ne savais pas. Non, c'est parce que c'est hyper bon, les petits pains au lait, en fait, Eh et j'en oui. trouve pas ailleurs. Eh ben, Si quelqu'un a des adresses de petits pains au lait, il faut vraiment me le dire parce que c'est très important, les petits pains au lait. je comprends. Dans ton épicerie, Céline, on trouve aussi de la nourriture pour animaux. Oui. Donc de la nourriture végétalienne. Donc il y a consensus scientifique, a priori, si je dis pas de bêtises, mais vous me reprenez sur le fait que c'est OK, en fait, la nourriture végétalienne, c'est une question de nutriments aussi pour les animaux. Donc Exact. s'il y a les bons nutriments, il n'y a aucune raison, en fait, Exactement. que les animaux ne mangent pas. Est-ce que tu en vends beaucoup? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que les gens parfois te parlent du fait que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des réticences, tu le sens, à donner de l'alimentation végétale à ces animaux? Moi, je confesse que j'ai un chat et j'arrive pas trop à passer le pas. Pourtant, je sais quoi. Mais je sais pas, il y a l'habitude. En plus, il faut changer ses croquettes et c'est pas... J'ai peur de lui changer ses croquettes. Il faut que tu essayes. Voilà quoi. Faut qu'il essaye, ouais. Oui, mais toi, il faut que tu essayes. Faut que je... en fait. Enfin, C'est oui, pas voilà, lui, lui, je s'il vais aime pas, l'envoyer. il aime pas. Mais c'est toi peut-être qui... Il y a beaucoup Qui ose d'offres pas. dans ton épicerie. Il y a quoi à peu près comme type de marque? En croquettes, il y a 3 marques pour les chats. D'accord. Et voilà, du coup, il y a différentes saveurs, on va dire. Et c'est comme nous, il y a des chats qui sont difficiles et d'autres pas. Et du coup, le blocage se fait vraiment souvent en général au niveau des humains, des chats. Ouais. Parce que, comme on disait, et on le sait, nous, en tant que vegan, ce dont on a besoin, c'est de nutriments, c'est pas de croquettes. La croquette, c'est pas un aliment naturel pour le chat. Oui. Du coup, C'est ce qu'il y a dedans, quoi. c'est ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est étudié par des vétérinaires et ça correspond aux besoins nutritionnels des chats. Valeur nutritionnelle, on y revient toujours. Bah oui, Oui. mais nous on le sait parce que on est confronté à ça à chaque fois qu'on a des discussions avec des gens qui mangent des animaux. Donc, et on peut juste faire le parallèle avec les chats, c'est pareil, ils ont des besoins nutritionnels qui sont comblés par les croquettes. Donc, il n'y a pas de raison. Si tu donnes des croquettes à ton chat, tu peux donner des croquettes véganes à ton chat. D'accord. Et Et au niveau, s'il aime. au niveau du prix? Alors, je ne me rends pas compte par rapport aux croquettes animales. Je ne Ouais. me souviens pas trop. Probablement que c'est un peu plus cher parce que, encore une fois, économie d'échelle et tout. Hein. Donc, Ok. mais je ne saurais pas te dire. Ok. Il reste un petit sujet qui est le réseau d'épiceries véganes en France. Céline, est-ce que tu peux nous en parler un peu? En fait, pendant longtemps, il y a eu quelques épiceries véganes. Il y avait un monde vegan, du coup, à Paris, Végétal et Vous à Lille. Il y avait une autre épicerie en région parisienne, une deuxième épicerie végane à Paris. Et je pense que c'est au moment à peu près du Covid qu'il y a eu pas mal de changements de... Non, il y a eu des changements de carrière, on va dire, de gens. Il y a beaucoup d'épiceries véganes qui ont ouvert après. D'accord. Voilà. Et du coup, maintenant, je pense qu'il y a une bonne vingtaine d'épiceries véganes en France. Voilà. Il y a C'est pas des beaucoup, ouvertures. non? C'est pas beaucoup et c'est beaucoup à la fois quand même. Je pense que le maillage est pas bon, qu'il n'y en a pas suffisamment partout. Mais ça me paraît énorme, moi, par rapport à il y a quelques années, en fait, hein, une vingtaine. Donc, après, à voir dans la durée, parce que la période actuelle est assez difficile. Faut voir comment ça va évoluer. Est-ce que tu vois ça comme une forme, bien sûr, je pense que c'est une sorte de militantisme, c'est-à-dire que tu apportes des solutions, mais en fait, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de ça. Mais c'est clairement, en fait, c'est d'amener les produits, ces options véganes, en fait, directement aux consommateurs. Ils ont juste à venir acheter. Oui, c'est ça. C'est vraiment, et du coup, c'est vrai que c'est intéressant qu'il y ait un bon maillage et qu'on puisse trouver des alternatives partout, parce que c'est un moyen de faciliter la transition des gens vers le véganisme, en fait. Hein, et de montrer qu'il y a des offres et que c'est bon aussi, et que c'est gourmand, et que c'est pas forcément... On sait aussi qu'en facilitant donc l'accès à ces produits, en fait, aussi, on va débloquer à terme les mentalités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de réticence à prendre en compte, donc, moralement,
les animaux. Oui, puis plus c'est accessible et puis on peut en fait aller chez les gens, ramener ça, faire Exactement. goûter. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai beaucoup de clients qui achètent notamment des fromages pour les faire goûter à leurs amis et qui reviennent en disant c'était trop bien, ça ils ont adoré. C'est ça, ouais. Moi, c'est mon option fromage affiné. Hein, moi, je sors la carte fromage affiné. Exactement. Alors, on sort pas la carte avec des gens qu'on n'aime pas trop ou qui sont plein de mauvaise foi parce que ça coûte cher, mais ça. les gens qui sont curieux. Et ça m'est arrivé à Noël. J'en garde un très mauvais souvenir. Voilà. Il reste une toute petite dernière question. C'est quel est l'avenir pour l'épicerie? Pour la mienne, j'espère. En vrai, j'espère être obsolète le plus tôt possible. Hein. Ça voudra dire qu'il y a des offres partout. Moi, je ferai autre chose. Je m'inquiète pas. Mais moi, mon intérêt, c'était vraiment de proposer quelque chose qui n'existait pas et de faciliter, encore une fois, la possibilité pour les gens de réfléchir et de se rendre compte que c'était possible. Après, en vrai, comme tu disais, je pensais que dans 5 ans, je serais obsolète et finalement, je ne suis toujours pas. Donc, je pense que je serai encore là. Ok. C'est bien. Quelques temps. Oui. Il y a encore besoin. Voilà, je pense. Il y aura besoin, je pense. Oui. Ok. Merci Céline pour cette première partie. On se retrouve dans une deuxième pour l'actualité, mais tu pourras intervenir. On te posera plein de questions. Mais comme à notre habitude, je vous propose une petite pause musicale. Et comme c'est un peu le début de l'été, même si c'est pas tout à fait l'été, on s'envole vers le Brésil pour un peu de chaleur avec Bruno Berle. On écoute Quero Dizer sur Campus FM. Com você
C'était Quiero Dice sur Campus FM, j'espère que je prononce bien parce que je ne parle pas portugais, mais enfin c'était pas très compliqué. On reprend donc cette émission avec donc une deuxième partie actualité animaliste et on va commencer d'abord avec un premier article. Donc il y a Apivore, une célèbre marque de simili qui vient d'inaugurer une usine donc, de produits végétaux dans le Loiret et une quarantaine de personnes y travaillent actuellement. Il y a des embauches qui sont prévues et on vous en parle parce que Bruno Le Maire s'est déplacé pour l'occasion. Donc bon, déjà, peut-être qu'on peut commencer par saluer le geste. Hein. C'est vrai que c'est chouette, ça donne de la visibilité. Le ministre de l'économie, quand même. Voilà, oui, c'est le ministre de l'économie, du coup, Bruno Le Maire. Et donc voilà, il s'est rendu sur place et tout ça. Ça visibilise aussi cette usine-là. Après, bon, dans l'article, effectivement, il dit quand même que bon, lui, il aime la viande, il est quand même pour les élevages. Voilà, que surtout ça... Mais que ça n'exclut pas de diversifier son alimentation. Voilà, c'est ça. Donc, Bruno Le Maire n'est pas devenu vegan. On peut saluer l'effort. Mais on peut saluer effectivement Surtout l'effort. que c'est le premier, je pense, dans le gouvernement qui fait un tel geste. Oui, c'est ça. C'est que effectivement, c'est le premier qui va dans cette direction en disant, en fait, de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un marché, donc il salue l'initiative aussi, etc. Voilà, pour lui, c'est pas incompatible. Il peut y avoir des usines qui produisent des végétaux et des élevages et, voilà, et des produits d'origine animale. Alors, il a quand même dégusté, hein, donc il a mangé des saucisses, des boulettes, aiguillettes fabriquées donc à partir de pois, blé ou soja et qui sont aromatisées et texturées pour imiter la viande. Oui. Alors, il y a... Donc, bon, et apparemment, il a assez apprécié, mais il y en a qui n'ont pas trop apprécié. Tout à fait. Et donc, il y a eu la réaction de La France Agricole. C'est un magazine hebdomadaire spécialisé dans la catégorie donc, presse agricole. C'est édité par le groupe France Agricole. Et donc là, forcément, on est donc, de l'autre côté du spectre. Et juste donc, de tout ce qu'on a dit jusque-là, à partir de ça, de cette information, leur intitulé, parce qu'ils ont publié donc, un article, c'était « Élevage, : Bruno Le Maire déclare la guerre à la viande ». Ni plus ni moins, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même un peu fort. Effectivement, il y a un gap entre... l'annonce de Bruno Le Maire, quoi, qui dit en gros, c'est top les produits végétaux, mais en même temps, vous inquiétez pas quand même, je mange de la viande, j'aime ça, les élevages, c'est OK. Et en fait, là, il y a carrément, c'est genre, dans leur discours à eux, il a déclaré la guerre, c'est comme si c'était fini, alors qu'il a rien dit, quoi, il a même pas dit... Il y a une intolérance vraiment de l'innovation et du un végétal. peu de végéphobie. Une peur aussi, ouais. Et il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mécontentement sur Twitter. Il y a eu beaucoup de tweets défavorables à cette nouvelle. Donc c'est pas très... Médiatiquement, c'est compliqué, non, du coup? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de réactance. Je pense que c'est une bonne chose quand même parce qu'on en parle. Oui. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, déjà, sinon on n'existe pas. Donc c'est quand même une bonne nouvelle qu'on en parle. Et je pense que les gens aussi, quand ils voient ce décalage entre juste le fait d'inaugurer une entreprise française dans une filière d'avenir, ça ne peut pas être aussi une si mauvaise chose. Donc je pense que ça alerte aussi un peu les gens. Ce type de réaction semble excessive et je pense que ça dessert même l'industrie de l'élevage. Oui, si vous voulez retourner sur l'article, je ne l'ai pas cité du coup, mais un article du Parisien qui date du 17 mai 2023. Donc c'était vraiment il y a pas longtemps. Ok. Un deuxième article, Raymond, sur les cheptels bovins en France. Donc, sur France Info, ça date du 24 mai 2023. La Cour des comptes recommande donc une diminution du cheptel bovin, pour des raisons globalement environnementales et des raisons de santé. On n'a pas trop vu les raisons éthiques, mais bon, voilà. C'est la première fois que ça se passe à la Cour des comptes, qu'on relève enfin ça. Et effectivement, les réactions aussi ont été vives. Oui, mais c'est très important quand même. C'est la Cour des comptes. Oui. Et c'est la première fois qu'au niveau institutionnel, en fait, on tape aussi haut. Et donc ça, pour moi, c'est une très, très bonne nouvelle. Même si c'est, comme tu dis, pour l'écologie, c'est-à-dire le méthane, c'est-à-dire que les bovins, en fait, ils vont émettre du méthane. Mais il y a aussi l'aspect santé. Donc, pour la santé, il y a les deux volets. Donc, le premier, c'est... en fait, normalement, il ne faudrait pas dépasser 500 grammes de viande par jour. Et en fait, je pense que c'est 28% des Français ils vont dépasser ça. Donc
Par jour, ouais. Ça fait beaucoup, non? Ça me paraît beaucoup. T'es sûr c'est par jour? Ou par semaine? Vous me posez une colle. Non, mais je pense... Ouais, c'est vrai que 500 grammes par semaine. Par semaine. Merci. Tout à fait. Je me relis. Il y a un plafond de 500 grammes par semaine de viande rouge préconisé par le Plan national nutrition santé, le PNNS. D'accord. Donc, il y a déjà 28% des Français qui dépassent ce plafond. Et après, donc, il y a, vous vous souvenez de la loi Egalim qui a fait que donc, on a un certain nombre de repas végétariens dans les cantines. Donc, il y avait ces deux aspects santé, on va dire. Et après, bien sûr, il y a le premier argument, c'est l'écologie. C'est-à-dire que ça rejette du méthane. Et donc, ça, c'est pas en phase avec les engagements écologiques que la France a pris. Il y a une critique peut-être assez importante, je crois que c'était par rapport à cet article-là, pour la réduction du coût des cheptels, qui voudrait que si on réduit les cheptels bovins, on va importer plus. Et ça, c'est un argument très fort en face pour dire, du coup, attention, si on réduit, on va importer plus. Donc, en fait, ça sert à rien. Et du coup, il ne faut pas réduire les cheptels, en gros. Oui, en gros, on a Alors, ils mettent en avant, l'industrie met en avant qu'on importe déjà 25% de viande bovine. Et donc, que si jamais on en vient à réduire le cheptel, en fait, il faudrait augmenter encore donc ces importations, et ce qui diminue en fait la souveraineté française donc, sur ces filières-là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres critiques ou d'autres arguments à l'encontre de ça? Je pense qu'il est quand même important de relever un peu de chiffres, et je voudrais par exemple mettre en avant que la France est le premier producteur européen de viande bovine et le 12e troupeau laitier derrière l'Allemagne. Ça fait quand même 17 millions de bovins en France. 17 millions, c'est énorme. Et donc, l'élevage bovin fait à peu près 12% des émissions de gaz à effet de serre du pays, ce qui est comparable donc, aux émissions des bâtiments résidentiels. Et donc là, on commence à voir que c'est un vrai problème qu'on ne peut pas écarter. Donc jusqu'à là, cette filière, elle avait été un peu épargnée. Donc on parle souvent de l'avion, donc de isoler, mais on ne parlait pas d'élevage. Mais l'élevage, en fait, on ne peut pas évacuer le sujet. Oui, donc c'est super important qu'on en parle maintenant. Et c'est la première fois, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, que ça a été relevé dans la Cour des comptes. Donc là, on ne peut plus vraiment passer à côté, mais on voit quand même qu'il y a des réactances très fortes. Oui. Mais on en parle. C'est ça. Moi, ça me semble très positif. C'est la première fois qu'à un niveau institutionnel si élevé, en fait, on a des messages si forts. Réduire le cheptel, vous savez comment ça s'est passé donc, aux Pays-Bas. Donc, ils ont aussi donc, eu une politique donc, de réduction du cheptel parce qu'ils n'y arrivaient pas autrement. Donc, à un moment donné, donc, ils avaient essayé d'améliorer, mais ils n'y arrivaient pas. Et donc, ils ont fini par des politiques publiques pour encourager donc les éleveurs pour qu'ils fassent autre chose, pour des réductions. Mais ça a été... c'est dur. Est-ce que ça a eu des conséquences sur la consommation de viande des Néerlandais, tu sais? J'ai pas regardé. Okay. Ça, on ne sait pas, mais il y a eu des vives manifestations quand même. Ah. Oui, il y a eu des réactions. Il y a eu beaucoup de manifestations du coup des agriculteurs. Et là, il y a un tweet du coup du PDG de la Fédération nationale de l'industrie laitière qui dit non, la baisse du cheptel n'est pas une fatalité. Non, un scénario à la néerlandaise n'est pas inéluctable. Oui, nous avons besoin d'un élevage laitier en France. Donc en plus, ils se servent aussi de ce modèle-là. Pour dire attention, on n'est pas obligé de faire surtout, comme... Surtout, il ne faut rien changer. Surtout, il ne faut rien changer, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Raymond, sur cet article? Ça me semble important aussi de relever que la consommation de viande a augmenté. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire que oui, pour des raisons écologiques, oui, les jeunes, ils savent, donc t'inquiète pas, ça se réduit tout seul. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, c'est faux. Donc, on peut voir que, par exemple, donc on a augmenté, on est passé de 3,8 à 5,8 millions de tonnes équivalent, carcasses, qu'on dit, entre 1970 et 2021. Donc, ça aide aussi à mettre les choses en perspective. Quelle est la corrélation avec l'augmentation de la population?
Alors, ça, c'est dans l'article qu'on va voir après, mais une fois qu'on a écarté la variable démographique, il se trouve que les données montrent que même en tant qu'individu, on a augmenté de 12% la consommation de viande, mais c'est parce qu'elle se trouve dans des petits morceaux, lardons, compagnie, donc, et qui se trouve beaucoup dans des plats préparés, qu'on consomme beaucoup plus. Donc, c'est une consommation qui est un peu dissimulée, diffuse. Ouais. Mais l'effet, c'est que la viande, les kilos de viande, ils sont là et c'est inéluctable. Hein. D'accord. Et effectivement, donc pour continuer sur ça, est-ce qu'on a terminé avec cet article, on passe au suivant? Non, juste finir avec la Cour des comptes qui, en corollaire, disait que les dispositifs d'aide actuels aux éleveurs de bovins sont très coûteux. C'est-à-dire que c'est 4,3 milliards d'euros en 2019. 4,3 milliards, c'est colossal. C'est de l'argent public. C'est super qu'ils pointent ça. Ouais. Bah oui, du coup, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente en termes de financement aussi, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est énorme. Puis c'est notre argent, quoi. C'est pour ça qu'ils payent les impôts, mais même la TVA. Donc bon. Pour continuer sur le fait notamment que donc tu as dit, Raymond, la consommation augmente, et il y a un article du Monde du coup qui date de ce début de mois là, qui est très récent du coup, 1er juin 2023, qui pointe le fait que la consommation de viande, elle ne baisse plus en France depuis 10 ans. Donc effectivement, on vient de voir qu'elle augmente, et donc on peut se poser la question de il y a effectivement le fait que on en trouve de manière diffuse dans plein d'autres produits, mais comment ça se fait du coup que pourtant on pourrait avoir l'intuition comme ça que les gens végétalisent quand même de plus en plus leur assiette, etc. Oui, mais la réalité, c'est qu'on a augmenté de 3%. Donc, en 10 ans, il y a 3% de plus. Et c'est notamment pour la volaille. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais les poulets, c'est des élevages intensifs. Et on en mange de plus en plus. C'est une viande qui a une bonne réputation, viande blanche, en graisse. Voilà. Ouais. Mais ces animaux souffrent aussi. Hein. Bon, c'est pour ça qu'on est vegan aussi. Oui. Mais bon, c'est juste qu'on ne le voit pas, ça ne se voit pas tant que ça, mais ce sont aussi des élevages qui sont fermés aussi, hein, qu'on ne voit pas. Oui. Alors que les vaches, il y en a aussi pas mal qui sont à l'extérieur. C'est un peu plus mitigé. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Céline, on peut expliquer ça par la croissance, mais du coup, dans l'article, il souligne que, je cite, la seule croissance démographique ne suffit pas à expliquer cette hausse. La consommation individuelle a, elle, augmenté de 12%. Donc effectivement, on est plus nombreux, mais en fait, individuellement, on en consomme plus. Et pourtant, dans le même article, je cite, quand les Français sont interrogés sur leurs pratiques alimentaires, près de la moitié disent avoir réduit leur consommation de viande. C'est vrai que c'est un truc qu'on entend beaucoup aussi. Mais oui, du coup, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif, oui. Et donc, je cite, et environ un quart d'entre eux se disent flexitariens. Cette différence entre ce qu'on voit dans les sondages et ce que montrent les statistiques est troublante. Il y a une différence, un changement dans les esprits, mais pas encore dans les assiettes. C'est ça. C'est ça qui est... Enfin, moi, quand j'ai vu ça aussi, je me suis dit, non, pourtant... c'est qu'à mon échelle peut-être, mais j'ai l'impression quand même comme ça que dans la vie de tous les jours, un peu par intuition, ça change beaucoup dans les mentalités, qu'on végétalise beaucoup plus, les gens sont beaucoup plus opérationnels pour manger d'autres produits et tout, mais en fait c'est pas vraiment le cas, quoi. On parle de consommation cachée de viande, et donc c'est ce qu'on dit avant, hein, donc des petits morceaux ici et là. C'est vrai qu'il y a, les gens vont un peu moins acheter des grosses pièces de boucherie, mais il y a donc les plats préparés. Et il y en a de plus en plus. Et donc, normalement, il y a toujours des produits d'origine animale à l'intérieur. Et en fait, au point que ça représente 92%. Dans 92% des plats préparés, il y a soit poisson, soit viande. Et on peut supposer que le 8% qui reste, il peut y avoir du lait, œufs et compagnie. Donc on va moins acheter une grosse pièce. Mais comme on mange des produits préparés, en fait, il y en a partout. Donc, l'un dans l'autre, on augmente. Et finalement, on a augmenté de 3%, et même à titre individuel, de 12%. D'accord. Qui est complètement contre-intuitif. Oui, et désespérant. Et désespérant, et qui va à l'encontre de ce qu'on devrait faire. Ouais. D'accord. Et pourtant, ça va aussi à l'encontre, du coup, des objectifs qu'on est censé atteindre en France, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec aussi le discours politique. Et la manière dont on continue aussi de financer et de consommer, c'est ça, dans les élevages et tout. Aujourd'hui, en tout cas, en tout état de cause, tel que la consommation donc, elle se profile, en fait, on ne peut pas arriver donc, à la neutralité carbone
qu'on vise à terme. Donc ça, c'est en fait, on va à l'encontre de ça. Effectivement, dans cet article, on note aussi qu'il y a des politiques publiques qui visent à cette réduction-là de consommation de la viande. La première est la recommandation inscrite dans le Programme national nutrition santé, PNNS, c'est ça, qui justement dit de limiter la consommation de viande rouge à 500 grammes par semaine et la charcuterie à 150 grammes. Mais c'est pas très bien médiatisé. En fait, on sait pas trop. Et puis bon, ça va pas très loin non plus, ce genre de politique publique. Donc en fait, on passe à côté, quoi, d'une certaine manière. Oui, je pense. Ok. De l'intérêt de favoriser les innovations telles que Apivore. Et du coup, je reviens à ce que... Oui. Au premier article, je crois. Oui. Donc voilà. Oui, Proposer des innovations végétales. C'est ça, et en tout cas les encourager aussi de la part... financièrement. Voilà, on parlait de Macron en off, qui disait, enfin lui justement, il a une position qui va être quand même, non mais de l'élevage, des petits élevages et tout, et jamais il va encourager pourtant ces chéries start-up. Voilà. Donc effectivement, c'est bien en fait, il faut saluer ça, il faut que ce soit médiatique parce que sinon c'est très problématique, quoi. Après, donc, il y avait, donc, comme on a dit avant, la loi Egalim qui a fait qu'au niveau des cantines, donc, il y a plus donc, de repas végétariens. Mais le rapport il signale que ça concerne maximum 5% des repas pris en France. Donc, en fait, même ça ne pèse pas suffisamment. D'accord. Il y a peut-être une dernière chose à dire, oui, c'est vas-y. que le ministre de l'Agriculture, donc Marc Fesneau, en fait, il fait à nouveau, il n'est pas très partisan de toutes ces alternatives végétales. Et en fait, dans un tweet, ce qu'il a mis en avant, c'est donc l'autosuffisance des filières animales. Et du coup, il ne voit pas d'un bon oeil le développement des alternatives végétales. D'accord. On passe à un dernier article. Donc c'est un article de Midi Libre qui date du 17 mai 2023 et qui concerne du coup encore une vidéo L214 dans un élevage de lapins. Est-ce que tu veux bien en parler, Raymond ? Oui, donc L214 a sorti une nouvelle enquête, encore une autre, je dirais, parce que souvent, en fait, certains médias, certaines personnes tendent à nous dire que ce sont des faits isolés, mais en fait, quand on regarde l'ensemble des enquêtes dans tout type d'élevage, d'abattoir, et en fait, les mauvaises pratiques et la souffrance elle est toujours présente. Je voudrais lire donc un petit paragraphe, parce que ça me semble important, qui va décrire un peu, et qui commence par « On peut voir des milliers de lapéros entassés dans des cages minuscules. Certains sont blessés ou morts. Des nouveau-nés pendent dans le vide. Des femelles mangent leurs petits. La viande de ces lapins est pourtant vendue dans des barquettes estampillées filière responsable Auchan, lapins de France, produits certifiés et saveurs en or. Autant de distinctions qui semblent indiquer qu'avant d'être abattus, ces animaux ont vécu dans des conditions dignes, alors qu'ils n'ont même pas vu la lumière du jour, ni même couru une fois dans leur vie. » Ça me fait penser à ce que tu disais, Céline, en début d'émission avec l'histoire de ta boîte d'œufs, parce que c'est pas tout à fait pareil, mais en fait, c'est-à-dire que ça souligne en fait le décalage qu'il y a entre le storytelling. Voilà, c'est ça, le storytelling et la réalité derrière. Et quand on voit effectivement estampillé filière responsable, etc., on se dit que, voilà, dans l'inconscient collectif, sans même, je pense, y avoir trop songé, on se dit que ces lapins-là, ils sont tout à l'air libre, qu'ils ont quand même une belle vie. Donc, on relativise en se disant que c'est pas si mal et c'est mieux de mettre son argent là-dedans. Et en fait, la réalité derrière, elle est affreuse, quoi. Ouais, elle est horrible. Donc encore merci L214 pour cette énième vidéo qui en fait fait partie d'une longue liste de tragédies pour les animaux et moi je suis toujours un peu triste quand je vois ça parce que déjà c'est affreux, mais il y a aussi le fait que ça n'arrête pas en fait, on a beau le montrer, c'est des images qui sont très dures Très dur, qui sont vraiment je mets à peu près tout le monde au défi de regarder ça, c'est très très dur à regarder. Après c'est important de regarder, c'est-à-dire que on prend conscience de la souffrance animale quand en fait ça passe par les images aussi. Bien sûr, c'est important de les regarder, mais c'est vrai que justement je me dis comment ça se fait qu'il y ait autant de vidéos comme ça, j'ai toujours un peu d'incompréhension, c'est-à-dire que la violence des images est telle que j'avoue, j'ai une part de moi qui arrive
parfois qui sature et qui comprend pas en fait. Est-ce que toi, Céline, qui est dans cette cause depuis très très longtemps, est-ce que tu as vu un changement? C'est-à-dire qu'au début, moi je pense que les enquêtes de L214 dans les années 2010, au début, il y avait plus, ça émergeait plus au niveau médiatique. Et aujourd'hui, en fait, elles sont elles sont très, très bien faites, les enquêtes. Mais on va en parler un peu moins. Ouais, j'ai un peu le sentiment inverse, moi. C'est un sentiment, Okay. mais moi j'ai l'impression que c'est aussi du fait que L214 a énormément grandi et prend plus de place au niveau politique et tout. Je pense que ça a plus d'impact, peut-être pas au niveau du grand public, mais au niveau politique qu'avant. Mais c'est un ressenti. En espérant que ça continue à avoir de l'impact et que voilà. Oui, ça provoque des changements, je pense. Merci beaucoup Céline pour cette émission. Merci à vous. Merci à Thomas Delafosse à la réalisation technique. Ce programme est soutenu par la région Occitanie. Il sera disponible sur www.campusfm.net. Vous pourrez aussi retrouver cette émission sur le Facebook de Kumquat. On vous mettra les liens sur Deezer, Spotify, YouTube. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, ça va. Peut-être de vous faire des bisous et de vous dire à tout bientôt pour un nouvel épisode de Kumquat. Merci Céline. Merci.